Le silence peut être déstabilisant au début, surtout lorsqu'on est habitué au mouvement, à la réassurance et aux réactions. Mais si le silence vous envahit et que vous vous sentez incertain, agité ou légèrement déséquilibré, sachez que tout va bien. Ce n'est ni une faiblesse ni la confusion que l'on vous a appris à craindre. Lorsque le bruit disparaît, on ne vous dicte plus qui vous devez être, comment vous sentir, ni ce que vous devez poursuivre. Et dans cet espace, l'incertitude se manifeste non pas pour vous ébranler, mais pour révéler la réalité qui se cache derrière vos habitudes et vos attentes. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce qui se passe réellement durant cette phase de silence et pourquoi elle devient si souvent le point de départ d'une force plus profonde et inébranlable. Si cela vous parle, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Numéro 1. Le silence brise le cycle. Dès qu'il s'installe, le rythme habituel s'effondre. Plus de messages, plus de réactions, plus d'échanges émotionnels. Et au début, cet effondrement peut déstabiliser. On est tellement habitué à être constamment en mouvement, à consulter son téléphone, à repasser les conversations en boucle dans sa tête, à se demander quel sera le prochain signal, que lorsque tout se tait, l'esprit cherche désespérément un point d'ancrage. C'est là que l'incertitude s'installe. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce silence ne semblait pas vous punir. Il semblait interrompre un schéma qui vous faisait fonctionner en pilote automatique. Repensez à ce cycle. Un événement se produisait. Vous réagissiez. Elle prenait ses distances. Vous vous rapprochiez. Elle se taisait. Vous tentiez de détendre l'atmosphère. Chaque changement émotionnel déclenchait une réaction de votre part, presque automatiquement. Vous ne choisissiez plus. Vous réagissiez. Le silence brise ce cycle. Cela supprime le déclencheur, et sans déclencheur, l'habitude perd de son emprise. Épictète comparait la vie à une partie de dés. On ne choisit pas son rôle, seulement la façon de le jouer. Le silence, c'est le but fantorisé de Séléna. C'est le moment où l'on cesse de blâmer les dés et où l'on commence à observer sa main. Pour la première fois depuis longtemps, rien ne nous contraint à agir. Aucun message exigeant une réponse, aucune pression émotionnelle réclamant d'être rassuré, juste de l'espace. L'espace révèle ce que le mouvement incessant dissimule. C'est pourquoi le silence est souvent source de malaise avant de devenir limpide. Lorsqu'on cesse de réagir, l'esprit dispose soudain d'espace pour observer. On commence alors à réaliser combien de fois on sacrifiait sa propre tranquillité pour faire avancer les choses. On se rend compte qu'on se justifiait trop, qu'on attendait avec trop d'impatience ou qu'on tolérait l'incertitude parce qu'elle nous était familière. Le silence, lui, ne permet pas ces prises de conscience. Cela les met à nu. Et c'est pourquoi cette phase peut sembler déroutante. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes simplement plus tiré par les mêmes ficelles invisibles. Le pilote automatique s'est désactivé. Désormais, vous êtes conscient de vos pensées au lieu de les subir. Cette prise de conscience peut d'abord se transformer en doute, car vous n'avez pas l'habitude de choisir consciemment. Vous êtes habitué à laisser le courant décider pour vous. Voici un exemple que beaucoup d'hommes reconnaissent. Avant le silence, votre journée était peut-être rythmée par l'anticipation. On attend une réponse, on guette les signes, on interprète le ton. Même dans l'incertitude, l'émotion persiste. Le silence supprime cette stimulation. Sans lui, votre système nerveux doit se réajuster. Cela ne signifie pas que vous avez fait le mauvais choix. Cela signifie simplement que votre organisme apprend un nouveau rythme, un rythme qui ne repose plus sur la réaction. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsqu'on dissocie les événements de nos réactions. Le silence qui compte, c'est cette séparation devenue réalité. Vous n'êtes plus pris dans le cycle. Vous vous tenez à l'extérieur, l'observant clairement pour la première fois. Ce n'est pas de la confusion. C'est la fin du pilotage automatique. Et une fois le pilotage automatique arrêté, le véritable choix devient enfin possible. Tandis que cette prise de conscience s'installe, il est bon de faire une pause au lieu de se précipiter. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas quelque chose à résoudre, c'est quelque chose à observer. Le malaise, le calme, la pleine conscience, tout cela participe au passage de la réaction à la maîtrise. Laissez ce message faire son chemin avant d'aller plus loin, car la suite s'appuie directement sur cette prise de conscience. Si cela vous parle, prenez un instant pour aimer la vidéo afin qu'elle atteigne d'autres personnes qui en ont également besoin. Et si le cœur vous en dit, laissez un commentaire pour partager ce que le silence vous a révélé. Ou écrivez simplement « Je choisis la pleine conscience plutôt que le pilotage automatique » dans les commentaires. Parfois, nommer le changement est la façon de l'ancrer. Numéro 2. L'incertitude vient du lâcher-prise. Expliquer, c'est contrôler. Le silence, c'est perdre.
Et c'est précisément pourquoi l'incertitude apparaît dès que vous cessez de chercher à vous clarifier. Pendant longtemps, l'explication a été votre point d'ancrage. Quand quelque chose clochait, vous expliquiez vos intentions. Quand il y avait de la tension, tu as exprimé tes sentiments. Lorsque tu as senti une distance, tu as exposé ta position, espérant que la clarté apaiserait la situation. Expliquer n'était pas qu'une simple communication, c'était une façon d'en maîtriser les conséquences. Et quand on abandonne cette explication, l'illusion du contrôle disparaît. C'est là que beaucoup d'hommes commencent à douter d'eux-mêmes. Leur esprit se dit « Si je n'explique pas, les choses risquent d'être mal comprises. » Et c'est vrai, mais voici la vérité plus profonde. Le besoin d'être compris est souvent la bride invisible qui nous maintient dans une dépendance affective. Marc Aurèle avertissait qu'un homme qui a besoin d'être approuvé ou correctement interprété par autrui confie sa tranquillité à des esprits extérieurs. Dès l'instant où vous cessez de vous clarifier, votre identité ne vous est plus renvoyée et cette absence est déstabilisante. Réfléchissez à la fréquence à laquelle vous vous êtes appuyé sur les retours d'informations pour savoir qui vous étiez. Une réponse confirmait votre valeur, une réplique validait votre intention. Une conversation vous rassurait, vous faisant croire que vous comptiez encore. Lorsque le silence s'installe, ce réconfort disparaît. Il n'y a plus de réaction immédiate sur laquelle s'appuyer, plus d'écho émotionnel pour vous confirmer que vous agissez correctement. Et sans ce réconfort, l'incertitude surgit, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous vous retrouvez seul pour la première fois. Ce malaise est souvent perçu à tort comme un danger. L'esprit panique et se dit « je dois dire quelque chose ». Je devrais m'expliquer avant qu'il ne soit trop tard. Le stoïcisme nous rappelle que l'inconfort n'est pas un signal d'action. Il est souvent le signe d'une évolution. L'indépendance n'est pas source de force au premier abord. Elle peut sembler vide, silencieuse et déroutante. L'ego préfère la clarté extérieure car elle lui paraît plus rassurante que la clarté intérieure. Voici un exemple simple. Imaginez que vous restiez silencieux et que quelqu'un interprète mal votre absence. Avant, vous vous empressiez de rectifier le récit. Maintenant, vous ne le faites plus, et cette retenue crée une tension intérieure. Non pas parce que vous en souffrez, mais parce que vous ne contrôlez plus l'image que vous renvoyez. Vous laissez la réalité se dérouler sans interférence. C'est un changement radical. En cessant de vous justifier, vous vous affranchissez du besoin de vous conformer constamment aux attentes d'autrui. Vous n'adaptez plus votre identité à leur perception. Et dans cet espace, une nouvelle image de soi commence à se former, indépendante du besoin d'être vue, validée ou approuvée. Alors, si l'incertitude a succédé à votre silence, ne vous précipitez pas pour y échapper. Cette incertitude n'est pas le signe que vous vous perdez. C'est le sentiment de sortir de l'ombre et de découvrir qui vous êtes sans public. L'indépendance ne s'annonce pas bruyamment. Elle arrive discrètement, déguisée en doute, jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous justifier pour vous sentir entier. Numéro 3. Le calme semble d'abord déroutant. Il paraît étrange quand le chaos était familier. Si votre vie émotionnelle s'est construite autour de l'intensité, de l'incertitude, de l'anticipation, des hauts et des bas, alors le calme ne vous semblera pas paisible immédiatement. Il vous semblera artificiel, silencieux, presque vide. Et c'est souvent à ce moment-là que les hommes commencent à se poser des questions. Pourquoi ne me sens-je pas soulagé? Pourquoi ce calme me paraît-il si inconfortable? La réponse est simple, mais pas évidente. Votre système nerveux s'adapte à un nouvel environnement. Pendant longtemps, les turbulences émotionnelles ont fourni à votre système quelque chose à analyser. Messages, changements de ton, distance, proximité, ces fluctuations ont maintenu votre attention en éveil. Même le stress avait son propre rythme. Lorsque ces turbulences disparaissent, votre corps ne se détend pas instantanément. Au contraire, il attend le prochain signal, et lorsqu'il n'en reçoit aucun, il interprète cette absence comme une incertitude, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce qu'il n'a pas encore appris ce rythme. Les stoïciens l'avaient profondément compris. Ils entraînaient leurs soldats à rester immobiles avant la bataille, non pas pour se détendre, mais pour calmer leur respiration. L'immobilité n'était pas synonyme de confort, c'était une préparation. En restant calme face au chaos, le corps a appris à se contrôler plutôt qu'à paniquer. Votre silence produit le même effet. Sans pics émotionnels, votre organisme apprend à fonctionner sans stimulation constante. Cette phase d'apprentissage peut être déstabilisante. C'est pourquoi le calme est souvent confondu avec le vide. Lorsque vous éliminez le drame, l'urgence et le tumulte émotionnel, un espace se libère soudainement, et cet espace peut sembler vide si vous n'y avez jamais passé de temps. Vous ne manquez de rien, vous n'êtes plus submergé par le bruit.
L'absence d'intensité ne signifie pas l'absence de sens. Cela signifie simplement que votre équilibre se réinitialise. Imaginez quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans une ville bruyante. Lorsqu'il découvre le vrai silence pour la première fois, cela peut être déstabilisant. Le silence résonne plus fort que le bruit ne l'a jamais été. Mais avec le temps, le corps s'adapte. Ce qui paraissait étrange devient apaisant. Le calme émotionnel fonctionne de la même manière. Une autre raison pour laquelle le calme semble étrange est que vous ne vous préparez plus mentalement à d'éventuelles conséquences. Auparavant, votre esprit se préparait constamment à des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Désormais, sans cette préparation mentale, il n'y a rien à anticiper. Votre organisme ne sait pas à quoi s'attendre et attend donc. Cette attente peut être perçue comme un malaise, mais il s'agit en réalité d'une stabilisation en cours. Le stoïcisme enseigne que l'ordre intérieur précède la paix extérieure. Le calme ne naît pas de la résolution des problèmes, mais de l'abandon de la résistance à l'instant présent. Lorsque la résistance cesse, le corps ne célèbre pas, il se rééquilibre. Ainsi, si votre silence a instauré un calme étrangement plat ou inhabituel, ne le qualifiez pas de vide. Ce que vous ressentez, c'est votre organisme qui apprend un nouvel état, libéré des turbulences émotionnelles. Le calme ne s'installe pas d'un coup, comme le soulagement. Il s'installe lentement, doucement, jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'êtes plus sur le qui-vive. Ce n'est pas une perte, c'est la stabilisation qui s'installe. En accueillant cet état, ne cherchez pas à nommer ce que vous ressentez, ni à le refouler. Ce calme étrange mérite d'être observé, car il vous révèle où se logeaient vos anciens schémas. Prenez un instant pour réfléchir à la fréquence à laquelle l'intensité vous semblait autrefois synonyme de connexion, et comment une paix inhabituelle peut remettre en question votre perception de vous-même. Si cela vous parle, laissez un commentaire et partagez ce que ce calme a suscité en vous. Confusion, soulagement ou quelque chose entre les deux. La conscience est le pont entre la personne que vous étiez et celle que vous devenez par choix. Numéro 4. Le silence révèle la vérité. Sans distraction, vous rencontrez vos pensées sans filtre. Et cette rencontre peut être déstabilisante. Lorsque la conversation s'interrompt, que les notifications s'estompent, lorsqu'aucun échange émotionnel ne vient occuper l'attention, l'esprit se replie sur lui-même. C'est souvent à ce moment-là que les hommes disent « je n'aime pas ce que je ressens ». Mais ce à quoi ils réagissent réellement, ce n'est pas au silence, c'est à la franchise. Le silence supprime les barrières qui, autrefois, adoucissaient toi la conscience de soi. Pendant longtemps, l'interaction a pu agir comme une sorte de filtre. Discuter des choses, s'expliquer ou rester impliqué émotionnellement donnait un exutoire à vos pensées. Elles étaient exprimées à voix haute ou projetées sur autrui. Le silence supprime cette possibilité. Désormais, vos pensées vous habitent, sans filtre ni interruption, et c'est là que la vérité commence à émerger. Sénèque écrivait que la solitude révèle la véritable nature d'un homme, car il n'y a plus personne à impressionner. Quand personne ne vous observe, en réagissant ou en répondant, la performance perd tout son sens. On ne module plus ses mots pour produire un effet. On n'adapte plus ses émotions pour maintenir le lien. Il n'y a plus de rôle à jouer, il ne reste qu'une conscience de soi brute, ce qui peut être déstabilisant car inhabituel. C'est souvent à ce moment-là que les hommes réalisent l'énergie considérable qu'ils ont dépensée à soigner une image, à se montrer compréhensif, disponible, à être celui qui maintient l'équilibre. Le silence révèle le prix de ce rôle. On commence à prendre conscience des compromis, des minimisations de ses besoins, des vérités qu'on évitait pour préserver l'harmonie. Non par faiblesse, mais par souci de plaire. Le silence ne nous accuse pas. Il nous le montre simplement, et cette lucidité peut être difficile à accepter au début. On peut alors se poser des questions comme « Pourquoi ai-je toléré cela ? Pourquoi n'ai-je pas parlé plus tôt ? Pourquoi ai-je sans cesse dû me justifier ? » Ces questions ne sont pas là pour vous faire honte. Elles sont le signe que votre conscience s'affine. Ce qui rend cette étape difficile, c'est l'absence de distraction pour s'évader. Impossible d'ignorer le malaise, impossible de le dissiper par la parole. Il faut l'accepter. Et l'accepter forge une force différente, une force qui ne requiert pas de soulagement immédiat. Le stoïcisme enseigne que la vérité n'est pas toujours agréable, mais qu'elle est toujours utile. Le silence crée les conditions propices à l'émergence de cette vérité. Pas de façon spectaculaire, pas d'un coup, mais progressivement. On commence à distinguer ce que l'on a réellement ressenti de ce que l'on s'est persuadé de devoir ressentir. On prend conscience des moments où l'on a agi par peur plutôt que par harmonie intérieure. Et une fois identifiés, ces schémas perdent leur emprise. Cette rencontre avec soi-même n'est pas confortable, mais elle est authentique.
Et l'authenticité est le fondement de la lucidité. On ne peut changer ce que l'on refuse de regarder. Le silence rend le regard inévitable, et c'est dans cet instant inévitable que la croissance commence, non pas par le bruit, mais par la reconnaissance silencieuse de qui vous êtes, quand personne n'est là pour vous renvoyer l'image. Numéro 5. La faiblesse précède la force. Lâcher prise ressemble d'abord à un effondrement lorsqu'on se libère de quelque chose qui nous guidait, l'identité ou l'ancrage émotionnel. Le corps ne l'interprète pas comme une liberté, elle l'interprète comme une perte. C'est pourquoi cette phase est souvent vécue comme une faiblesse. Vos habitudes changent, votre sentiment de certitude s'estompe, vos repères familiers disparaissent et, sans eux, vous pouvez vous sentir vulnérable, instable ou diminué. Mais cette sensation n'est pas la preuve d'un échec, elle est la preuve que vos liens se sont distendus. La plupart des gens se méprennent sur la force car ils l'associent à la persévérance, à l'endurance, au maintien. Il faut persévérer, mais il existe une autre forme de force qui n'apparaît que lorsque s'accrocher devient impossible. Lorsqu'on cesse de s'accrocher, on ne se sent pas immédiatement fortifié, mais vide, et ce vide est souvent confondu avec l'effondrement. Zénon de Sidion, le fondateur du stoïcisme, n'est pas parvenu à la philosophie par le confort ou le succès. Il a tout perdu dans un naufrage, sa richesse, sa sécurité, sa vie d'avant anéantie en un instant. Aux yeux du monde extérieur, ce fut la ruine. Pour Zénon, ce fut une libération. N'ayant plus rien à protéger, plus rien à perdre, il fut contraint de reconstruire à partir de ce qui restait. Et ce qui restait, c'était son caractère. Votre sentiment de faiblesse actuel fonctionne de la même manière. Il ne provient pas d'un manque de force intérieure. Il provient de l'absence soudaine des liens affectifs qui vous soutenaient autrefois. La validation, l'anticipation, l'espoir liés au comportement d'autrui. Lorsque ces attaches se détachent, votre corps ressent la chute, non pas parce que vous êtes plus faible, mais parce que vous n'êtes plus soutenu par des appuis extérieurs. C'est pourquoi la phase initiale du lâcher-prise peut être déstabilisante. Vous vous retrouvez debout sans l'échafaudage sur lequel vous vous appuyez. L'esprit se dit « je devrais me sentir plus fort maintenant », mais la force ne vient pas comme prévu. Elle arrive une fois l'emprise relâchée. Le deuil est également présent à ce stade. Il ne s'agit pas toujours de chagrin pour la personne, mais pour la version de soi-même qui s'était investie, qui essayait, qui espérait. Lâcher prise, c'est accepter que cet effort n'est pas abouti là où on l'espérait. Cette acceptation peut être douloureuse. Et encore une fois, l'ego qualifie cela de faiblesse. Le stoïcisme, lui, y voit de la lucidité. On retrouve sa force quand on cesse de s'accrocher, car son énergie cesse de se dissiper. On n'est plus constamment sur ses gardes, on ne surveille plus, on ne s'adapte plus aux réactions d'autrui. Cette énergie retrouvée ne se transforme pas en confiance du jour au lendemain. Elle s'installe d'abord, se stabilise, s'accumule. Imaginez-vous vous relever après une longue chute. Vous ne vous relevez pas immédiatement. Vous faites une pause, vous retrouvez votre équilibre. Puis vous vous redressez avec une conscience accrue. Alors, si lâcher prise vous donne l'impression de vous effondrer, ne le considérez pas comme un échec. C'est l'espace entre l'attachement et la force. Vous n'avez pas perdu votre pouvoir. Vous avez cessé de puiser votre force à l'extérieur. Et une fois cette dépendance rompue, la véritable force peut renaître. Numéro 6. La validation prend fin, l'autorité commence. La validation vous apprend à vous tourner vers l'extérieur, lentement, subtilement. Elle vous enseigne à vous évaluer à travers vos réactions, vos réponses, votre implication, votre attention. Au début, cela semble inoffensif. L'encouragement est une source de motivation. Les retours rassurants, certes, mais avec le temps, quelque chose change. Votre estime de soi devient conditionnelle. Elle fluctue selon la façon dont vous êtes perçu. Et dès que la validation disparaît, l'incertitude s'installe, non pas parce que vous avez perdu de la valeur, mais parce que vous avez perdu le miroir qui vous permettait de vous voir. Le silence efface ce miroir. Plus d'applaudissements, plus de réconfort, plus de confirmation immédiate de votre importance. Et c'est là que beaucoup d'hommes se sentent vulnérables. Leur esprit se demande, si personne ne réagit, ai-je encore une quelconque importance ? Cette question surgit uniquement parce que la validation a pris le relais de l'autorité. Musonius Rufus enseignait qu'un homme devient libre dès l'instant où son estime de soi n'a plus besoin de témoins. Tant que votre valeur dépend du fait d'être vu, approuvé ou reconnu émotionnellement, vous restez vulnérable à l'absence. Le silence peut sembler menaçant car il ne donne aucun retour. Pourtant, il offre en réalité quelque chose de bien plus précieux, l'indépendance face au jugement extérieur. L'autorité ne s'affirme pas. Elle ne cherche pas à être remarquée. Elle n'a pas besoin d'être confortée. Elle existe discrètement, ancrée dans la confiance en soi.
Et le silence est souvent le premier terreau fertile, où cette autorité peut s'épanouir, car rien ne la concurrence. Nul besoin de rechercher les louanges. Aucune approbation à obtenir, juste vous, fidèle à vos propres principes. Cette transition peut être déstabilisante car l'approbation est familière, tandis que l'autorité ne l'est pas. L'approbation est rassurante, l'autorité est neutre. L'approbation est encourageante, l'autorité est stable. L'une est réactive, l'autre est simplement présente. Lorsque la validation cesse, votre esprit peut tenter de la recréer. Imaginez des conversations, chercher des signes, se demander si l'on pense encore à vous. C'est une habitude, il faut la relâcher. Voici le changement essentiel. Lorsque vous cessez de chercher la confirmation à l'extérieur, votre présence se transforme. Vous parlez moins, mais avec plus d'impact. Vous agissez sans vous justifier. Vous ne jouez plus un rôle pour obtenir une réaction. Et cette énergie intérieure, c'est ce que les gens perçoivent comme de l'autorité. Non pas la domination, non pas le contrôle, mais une certitude ancrée dans le réel. Le stoïcisme. Cela n'apprend pas aux hommes à rejeter le lien social. Cela leur apprend à ne plus en dépendre pour se définir. Le silence y contribue naturellement. Sans applaudissements, on apprend à se tenir debout sans public. Sans commentaire, on apprend à faire confiance à son propre jugement. Et une fois cette confiance établie, l'approbation devient optionnelle plutôt que nécessaire. C'est là que la présence remplace l'approbation. On ne demande plus « me voyez-vous ?» On est simplement là. Calme, ancré, insensible à la validation ou non. Et ce changement silencieux, intérieur, naturel, est le début d'une véritable autorité. Prenez un instant pour y réfléchir. Quand l'approbation s'estompe et laisse place au silence, comment définissez-vous votre valeur ? Ce malaise que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est le rejet d'une habitude. Vous vous affranchissez du besoin d'approbation pour vous sentir complet, et c'est une force immense. C'est ici que vous commencez à reconnaître votre propre voix, même sans applaudissements. Laissez ce message résonner, puis partagez vos réflexions ci-dessous ou écrivez simplement « Ma valeur ne dépend pas du regard des autres ». Numéro 7. L'indépendance émotionnelle se construit. Sans réconfort, vous apprenez à vous réguler. C'est l'un des changements les moins abordés, mais pourtant les plus importants, qui s'opèrent dans le silence. Quand les marques de réconfort disparaissent, la réaction instinctive est le malaise. On a envie de prendre des nouvelles. On a besoin d'être rassuré, de savoir que tout va bien, que le lien est maintenu, qu'on n'a pas fait d'erreur, mais si l'on ne cède pas à ce besoin, quelque chose de subtilement change en nous. On commence à comprendre que les émotions n'ont pas besoin d'être résolues immédiatement pour qu'on puisse y faire face. Avant ce silence, les marques de réconfort agissaient souvent comme une soupape de sécurité émotionnelle. Une réponse pouvait apaiser l'anxiété. Une conversation pouvait apaiser les doutes. Même l'incertitude semblait gérable tant qu'on pouvait se confier. Le silence supprime cet échappatoire. Ce faisant, il nous oblige à acquérir une nouvelle compétence, accueillir nos émotions sans en déléguer la gestion. Cléantès décrit la discipline comme la capacité à rester droit malgré les bouleversements du monde. L'indépendance émotionnelle fonctionne de la même manière. Les envies persisteront. Les pensées continueront d'affluer. Le doute persistera, mais au lieu de réagir, vous tenez bon. Chaque fois que vous résistez à l'envie de chercher à être rassuré, vous renforcez votre force intérieure. Non par la force, mais par la répétition. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent refouler leurs émotions. Ils craignent que le silence ne signifie tout garder pour soi, mais le refoulement est une forme d'évitement. La maîtrise, c'est la présence. Vous ne repoussez pas vos émotions. Vous leur permettez d'exister sans les laisser dicter votre comportement. C'est une différence cruciale. Pensez à une envie que vous avez eue récemment. Le besoin de vous expliquer, de tendre la main, de chercher des signes. Cette envie ne signifie pas que vous êtes faible. Elle signifie qu'une habitude perd de son emprise. Et chaque fois que vous laissez passer cette envie sans y céder, votre système nerveux apprend quelque chose de nouveau. Je peux le ressentir et garder mon calme. Au début, la maîtrise de soi est vécue comme une contrainte. Avec le temps, elle se mue en confiance. On réalise qu'on n'est plus à la merci des fluctuations émotionnelles. On peut ressentir le désir sans le rechercher. On peut ressentir l'incertitude sans s'y laisser submerger. On peut ressentir le malaise sans chercher à le fuir. C'est l'indépendance émotionnelle qui se construit en temps réel. Le stoïcisme enseigne que la liberté n'est pas l'absence d'émotion, mais la liberté de ne pas être dominé par elle. Le silence. Cela accélère cet apprentissage. Sans réconfort extérieur, votre système commence à générer sa propre stabilité.
Vous cessez de chercher l'équilibre à l'extérieur et commencez à le trouver en vous. Et une fois ce changement opéré, une force puissante émerge. Vous n'êtes plus une réaction émotionnelle, mais un choix délibéré. Vous n'agissez pas par anxiété, mais par décision. Ce n'est pas de l'engourdissement émotionnel, c'est de la force émotionnelle. Et elle se construit discrètement, impulsion après impulsion, dans l'espace que crée le silence. Numéro 8. L'impulsion de tendre la main. Cette impulsion est urgente. Elle n'arrive ni calmement, ni poliment. Elle se manifeste avec force, une oppression dans la poitrine, un esprit agité, la conviction soudaine que le moment est venu d'agir, d'expliquer, de clarifier ou de renouer le contact. Et l'esprit donne à cette impulsion une explication convaincante. Si je ne dis rien maintenant, je vais rater ma chance. Si j'attends, la situation va empirer. L'urgence s'exprime toujours en termes absolus. C'est ce qui la rend si persuasive. Mais Épictète nous avertissait que l'urgence masque souvent la peur. Non pas une peur manifeste, mais une peur plus insidieuse. La peur d'être oublié, la peur d'être mal compris, la peur de perdre le contrôle du récit. Le silence révèle cette peur. Parce que cela élimine la distraction de l'action. On ne peut pas masquer l'anxiété par le mouvement, il faut la ressentir. C'est pourquoi cette envie s'intensifie dans le silence. En l'absence d'interaction, la peur ne peut se cacher. Et au lieu de la reconnaître comme telle, l'esprit l'aperçoit comme une nécessité. Ce n'est pas de l'anxiété son morceau, se dit-il, c'est de l'intuition, c'est le bon moment, c'est la maturité. Mais à y regarder de plus près, ce besoin ne naît pas de la lucidité, mais du malaise. Voici l'élément crucial que la plupart des hommes ignorent. Ce besoin est en lui-même un apprentissage. Dès l'instant où vous vous sentez poussé à demander de l'aide, vous vous trouvez à la croisée des chemins. L'un offre un soulagement immédiat, l'autre une force durable. Agir trop tôt met fin à l'apprentissage avant qu'il n'ait fini de vous façonner. Vous obtiendrez peut-être une réponse, vous ressentirez peut-être un calme passager. Mais vous renforcez aussi l'habitude d'apaiser la peur par une action extérieure. La maîtrise de soi, en revanche, agit plus profondément. Elle enseigne à votre organisme que l'urgence n'est pas synonyme de danger, que vous pouvez résister à la pression émotionnelle sans y succomber, qu'il n'y a rien de catastrophique à ne pas agir immédiatement, et cette leçon vous transforme. Voyez la maîtrise de soi non comme un déni, mais comme un délai intentionnel. Vous ne dites pas jamais, vous dites pas dans cet état. Le stoïcisme enseigne que les actions entreprises sous l'emprise d'une impulsion émotionnelle mènent rarement à la sagesse. Le silence crée un tampon entre l'impulsion et la décision. C'est dans ce tampon que se forge le caractère. Chaque fois que vous restez face à l'envie et choisissez de ne pas agir, vous façonnez un nouveau schéma de réaction. La peur monte et vous gardez votre sang-froid. L'anxiété frappe à votre porte et vous ne lui ouvrez pas. Avec le temps, l'urgence s'estompe. Non pas parce que vous l'avez réprimée, mais parce que vous avez prouvé que vous n'avez pas à y obéir. C'est pourquoi la maîtrise de soi forge le caractère. On ne développe pas la discipline dans le calme, elle se forge sous la pression, et l'on choisit malgré tout le sang-froid. Le silence vous offre cette pression de manière nette, authentique, sans distraction. Et si vous laissez la leçon se dérouler, vous ne faites pas que surmonter l'envie, vous la transcendez. Numéro 9. Vous vous repositionnez, vous n'attendez pas. Attendre implique la passivité. Ce n'est pas le cas ici. Quand on entend le silence, on imagine souvent quelqu'un assis immobile, espérant, regardant l'heure, comptant les jours. Cette image véhicule une impression de faiblesse. Elle suggère une dépendance à un résultat que vous ne pouvez contrôler. Mais ce que vous faites maintenant est fondamentalement différent. Vous n'attendez pas que quelque chose se produise. Vous vous repositionnez. Ainsi, quoi qu'il arrive ensuite, cela ne vous définit plus. La confusion vient de l'extérieur. Pour les autres, le silence ressemble à de l'inaction. Pourtant, intérieurement, c'est un changement d'orientation. Votre attention se tourne vers l'intérieur. Votre énergie cesse de se projeter vers l'extérieur. Et au lieu d'être tiraillé par l'anticipation, vous retrouvez votre équilibre. Ce n'est pas de la passivité, c'est un réajustement. Les généraux stoïciens comprenaient tant bien cette distinction. Ils savaient quand avancer et quand reculer. Mais reculer n'était pas une reddition. C'était une manœuvre stratégique pour se regrouper, renforcer les lignes et rétablir l'ordre. Une armée dispersée ne combat pas bien. Un homme émotionnellement dispersé ne vit pas bien non plus. Le silence est ce moment de regroupement. On recule non pas par incertitude, mais parce qu'on refuse de quitter une position compromise. Avant le silence, vous avez peut-être consacré une grande partie de votre énergie à l'avenir, à l'espoir, à l'interprétation, à la réaction. Cette attention constante portée à l'extérieur vous déséquilibre. Le silence recentre cette énergie vers l'intérieur.
Vous retrouvez votre équilibre, votre sérénité, moins réactif, plus conscient. Et une fois l'équilibre retrouvé, vos choix deviennent plus éclairés. C'est pourquoi le silence est souvent perçu comme productif, même lorsqu'il ne se passe rien. Il vous permet de reconstruire votre structure intérieure. Vous clarifiez ce que vous êtes prêt à tolérer et ce que vous ne tolérez pas. Vous prenez conscience des distractions qui vous gênaient auparavant. De l'extérieur, rien de tout cela ne paraît spectaculaire, mais cela change tout à l'intérieur. Attendre, c'est dire « j'ai besoin que quelque chose change pour me sentir en paix ». Se repositionner, c'est dire « je me retrouve en paix, quoi qu'il arrive ». C'est une distinction fondamentale. L'une vous maintient dans la dépendance, l'autre vous redonne votre autonomie. Le stoïcisme nous enseigne que le timing est essentiel. Mais la préparation est plus importante encore. Agir sous l'effet du déséquilibre mène au regret. Agir avec lucidité mène à l'harmonie. Le silence vous offre le temps et l'espace nécessaires pour retrouver cette lucidité sans vous précipiter vers un soulagement immédiat. Alors, si vous vous surprenez à vous demander « Combien de temps dois-je rester comme ça ?» Reformulez la question. Il ne s'agit pas de compter le temps, mais de retrouver son équilibre. Et une fois que vous n'êtes plus émotionnellement en avant, vous n'êtes plus vulnérable aux dérives. Il s'agit d'une stratégie, non d'un retard. Vous n'êtes pas immobile, vous êtes bien ancré. Et depuis cette position, quel que soit votre prochain choix, il sera guidé par la force, non par l'urgence. En avançant, prenez un instant pour observer ce qui change en vous. Si le silence ne vous donne plus l'impression d'attendre, mais celle d'être plus fermement ancré en vous-même, ce n'est pas un hasard. Son alignement se dessine. Réfléchissez à la manière dont votre énergie se projetait vers l'extérieur et à l'endroit où elle commence à se concentrer désormais. Cette pause n'est pas liée au passage du temps, mais à un changement de position. Si cela vous parle, prenez un instant pour y réfléchir et laissez-le clarifier ce dont vous ne souhaitez plus vous détacher. Numéro 10. Cette phase vous façonne. Qu'elle revienne ou disparaisse, le résultat est secondaire. Cette idée peut être difficile à accepter au premier abord, surtout si votre esprit explore encore toutes les possibilités. Et si elle prenait contact? Et si elle ne le faisait pas? Et si ce silence changeait tout? L'esprit aspire naturellement à une résolution, à une fin claire. Mais cette phase ne vise pas à obtenir un résultat précis. Il s'agit de révéler qui vous devenez lorsque le résultat ne dépend plus de vous. Marc Aurèle écrivait qu'un homme devait mesurer sa vie non pas à l'aune de ses résultats, mais par l'alignement avec les principes. Les résultats fluctuent, ils dépendent des autres, du moment, des circonstances. Les principes, en revanche, vous appartiennent. Le silence vous place dans une situation où cette distinction devient incontournable. La patience n'offre aucune récompense immédiate, aucune garantie que votre retenue sera remarquée, aucune promesse que votre détermination sera validée. Et c'est précisément pourquoi cette phase est si formatrice. Face à l'inconfort, un choix s'impose. Se laisser aller à la facilité ou persévérer pour grandir? La facilité est tentante car elle est immédiate. Un message transmis, une attention apaisée, une question résolue. La croissance, en revanche, est plus lente. Elle exige de tolérer l'incertitude sans la fuir. Et chaque fois que l'on choisit la croissance plutôt que la facilité, quelque chose en soi se fortifie. C'est dans ces moments de silence où personne ne vous observe que beaucoup d'hommes se définissent sans même s'en rendre compte. Non pas lors de grands moments dramatiques, mais dans ces instants fugaces où vous êtes seul. Agissez-vous en accord avec vos valeurs ou les renierez-vous pour apaiser votre anxiété? Respectez-vous vos limites ou les transgressez-vous pour vous sentir momentanément en sécurité? Le silence rend ces questions inévitables. L'important est de comprendre que cette phase est neutre. Elle ne vous récompense pas, elle ne vous punit pas. C'est révélateur. Cela montre comment vous réagissez lorsque le confort vous fait défaut. Cela met en lumière si votre estime de soi est stable ou réactive. Et une fois perçue, cette vérité est indélébile. Le stoïcisme enseigne que le raffinement s'acquiert par l'épreuve, non par la facilité. De même que le feu trempe l'acier, l'incertitude forge le caractère. Vous êtes façonné non par ce qui va se passer ensuite, mais par votre attitude présente, calme ou frénétique. Que vous soyez ancré dans la réalité ou impulsif, en phase ou réactif, au lieu de vous demander si cela va fonctionner, posez-vous plutôt la question « Qui suis-je en train de devenir dans cet espace ?» Car bien après que le dénouement soit connu, quel qu'il soit, la version de vous-même qui émerge de cette phase demeure. Ce silence n'est pas là pour vous briser, mais pour vous affiner. Et l'affinement n'est pas toujours agréable sur le moment. Mais cela vous laisse plus fort, plus stable et plus aligné qu'avant, quoi qu'il arrive.
Ce que vous venez de traverser n'est ni une période d'attente, ni une épreuve imposée par autrui, ni une pause dans votre vie. C'est un recentrage. Le silence a dissipé le bruit, les réactions et les certitudes illusoires. Et ce faisant, il vous a montré où se trouve votre véritable équilibre. Vous n'avez pas perdu votre élan. Vous avez retrouvé votre centre. L'incertitude, l'agitation, le malaise silencieux n'étaient pas des signes de faiblesse. C'étaient les signes qu'une transformation plus profonde se préparait. Cette phase n'est pas arrivée pour vous donner des réponses concernant une autre personne. Elle est arrivée pour façonner la personne que vous devenez lorsque personne ne vous guide, ne vous soutient, ni ne réagit à vos actions. Et cette version de vous-même, celle qui s'est construite dans le silence, est celle qui perdure. Si cela vous parle, prenez un instant pour aimer la vidéo. Cela permet à ce message d'atteindre les hommes qui en ont besoin. Laissez un commentaire pour partager ce que cette phase vous a appris, ou écrivez simplement une phrase qui vous a particulièrement marqué. Lorsque vous serez prêt, regardez les vidéos recommandées à l'écran. Elles vous aideront à approfondir cette transformation et ce qui suit le silence.